En 2014, personne ne le dit, mais c'est su par les épidémiologistes, le nombre de décès par cancer du poumon chez les femmes va rejoindre le décès des cancers chez les hommes. Et les courbes se croisent en 2014. À partir de l'année prochaine, il y a plus de décès par cancer du poumon chez les femmes que chez les hommes. Chez les hommes, ça baisse, chez les femmes, ça augmente. On appelle ça une épidémie de cancer du poumon chez les femmes. Et c'est malheureusement en plus un cofacteur de risque pour beaucoup d'autres cancers et bien entendu toutes les pathologies cardiovasculaires. Donc aujourd'hui, les femmes françaises, les jeunes femmes françaises fument tellement que leur espérance de vie a commencé à ralentir sa croissance et que probablement dans les années qui viennent, on va voir l'espérance de vie des femmes commencer à rebaisser, alors que c'est historiquement, ça ne s'est jamais produit depuis toujours. Il y a des pays qui ont pris ça à bras-le-corps depuis 20 ans, ils ont une diminution du cancer du poumon chez les femmes. Malheureusement, la France a une augmentation. Et tout ça vient en plus dans le contexte dont on a parlé déjà, qui sont les inégalités sociales de santé, parce que ça touche beaucoup plus des femmes de catégories socio-professionnelles moins favorisées. Les femmes qui sont de catégories socio-professionnelles plus favorisées, elles entendent ce message et elles arrêtent beaucoup plus précocement que les autres de fumer. Mais écoutez, la cigarette électronique, ce n'est pas le nec plus ultra que certains veulent décrire, mais quand même, moi, mes patients qui me disent « j'arrive pas à m'arrêter de fumer, par contre j'ai testé la cigarette électronique, qu'est-ce que vous en pensez » Je leur dis « écoutez, passez donc de la cigarette à la cigarette électronique. La cigarette, vous avez de la combustion avec des goudrons, du monoxyde de carbone, etc. La cigarette électronique, il n'y a pas de combustion, c'est de la vapeur, il y a de la nicotine, et puis il y a quelques produits dedans dont jusqu'à présent les médecins se disaient « est-ce que c'est des produits dangereux ou pas ?» Il semblerait qu'il n'y ait pas de produits très dangereux, ça reste à confirmer, donc un peu de prudence. Mais entre la cigarette et la cigarette électronique, il n'y a pas photo, quoi. Moi, en tant que médecin, je dis aux gens, écoutez, j'aimerais mieux que vous arrêtiez complètement. Maintenant, s'il y a une étape qui consiste de passer de la cigarette à la cigarette électronique, allez-y, quoi. Allez-y. Moi, je dis notamment aux femmes. On sait très bien que la mortalité cardiovasculaire diminue de façon linéaire dès l'arrêt du tabac. Voilà, donc aujourd'hui, on est sur un problème de santé publique majeur. Je me rappelle des discussions qu'il y avait sur la substitution aux drogues, à l'héroïne, etc. On a mis des années à faire ça. Les généralistes ont été en première ligne de nouveau dans cette affaire-là. Ils ont pris des risques professionnels majeurs sur la substitution, sur les seringues. Tout le monde a dit c'est pas bien de donner des seringues aux drogués. Et nous, on a dit il vaut mieux donner des seringues propres que laisser les gens se contaminer avec du VIH ou de l'hépatite C en partageant des seringues qui sont contaminées. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans une politique de réduction des risques. Allons-y pour le tabac, réduction des risques. Si ça passe par la cigarette électronique, ce n'est pas le nec plus ultra, mais c'est mieux que la cigarette. Alors, la Haute Autorité de Santé émet une recommandation sur la prise en charge du risque tabac. Elle a raison de le faire. Deuxièmement, quand on lit le détail de cette recommandation, elle est plutôt bien écrite, puisqu'elle décrit tout un processus de prise en charge qui ressemble d'ailleurs à ce qu'on appelle dans le secteur de l'alcool les interventions brèves, précoces et répétées. C'est-à-dire qu'à chaque contact, le médecin généraliste est invité à s'intéresser à la consommation tabagique de la personne qui est en face de lui. Moi, de mon point de vue à moi, je travaille comme ça parce que j'ai une obsession qui est la santé publique. Que le médecin généraliste soit au centre de la santé publique, pour moi, ce n'est pas une découverte. Je veux dire, c'est enfoncer une porte ouverte que de le dire. Après, le problème, c'est qu'il faut avoir des moyens. Or, je vois parallèlement à ça que la Direction générale de la santé dit que pour tel ou tel produit qui arriverait sur le marché pour aider au sevrage de l'alcool, les généralistes ne seraient pas des prescripteurs autorisés. Donc il faut savoir ce qu'on veut dans ce pays, quoi. Donc oui, nous sommes au centre, et la HAS a raison de le rappeler, parce que c'est une réalité. La HAS rappelle aussi que les interventions efficaces sont connues, les substituts nicotiniques, qu'il y a des produits qui sont à risque élevé avec des complications fréquentes, mais avec un bénéfice qui reste encore à confirmer, qu'il faut donc utiliser avec prudence et seulement en deuxième intention, mais que surtout c'est le contact répété, le contact précoce, la collaboration entre le médecin et son patient, la codécision, attirer, sensibiliser le patient sur le risque qu'il prend.